Bien. Si vous voulez prendre place, on va commencer. Même si vous pouvez vous resservir de café si vous voulez, hein, mais il n'y a pas de... Bien, je suis ravi de vous accueillir à l'Hôtel de l'Industrie en tant que le président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. C'est une réunion importante pour nous. Pour ceux qui ne le savent pas, la Société d'encouragement a été créée en 1801 pour encourager les entrepreneurs, les inventeurs, les mettre en lumière. Et donc on est ici depuis 1850 et c'est un lieu justement d'échange, de transmission de savoir-faire, de métiers, de technologie. Et ce qu'on ne sait pas trop, en fait, c'est que la Société d'encouragement a eu un rôle international important au XIXe siècle, puisqu'à l'époque il n'y avait pas Internet et que pour que les informations circulent, il fallait qu'il y ait des bulletins. Et sur le bulletin de la Société d'encouragement étaient marquées toutes les inventions, et ce bulletin sortait une fois par mois et était envoyé à l'étranger, dans les pays d'Europe, aux États-Unis, qui nous envoyaient également les mêmes bulletins avec les inventions qui se passaient dans ces pays-là. La deuxième action forte de la Société d'encouragement, c'est les expositions universelles, puisqu'au XIXe, on a été organisateur, entre 1850 et 1900, des expositions universelles à Paris. Et il y en avait un certain nombre à l'époque. Il y en avait beaucoup à Londres et beaucoup à Paris. Il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Et puis on s'est rapproché il y a quelques années du CFEC, le Centre français d'exposition et de convention, qui nous a succédé pour l'organisation d'expositions universelles au XXe siècle. Et on s'est dit que ce serait bien de reprendre une activité internationale et de la mettre un peu au goût du jour. C'est-à-dire que le bulletin, c'est bien, mais peut-être qu'il y a, avec Internet, d'autres possibilités. En termes d'innovation, il faut aussi tenir compte des évolutions, de la transition énergétique, écologique, numérique et sociale. Et puis, il faut voir aussi l'évolution du monde et ne pas s'intéresser uniquement à l'Europe et aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, entre autres. D'où l'objet de cette réunion. Donc je ne vais pas être plus long, parce que je ne suis pas tout seul à la Société d'encouragement. Il y a un certain nombre de personnes, de vice-présidents et une déléguée générale, Dominique, que je salue, Jean-Pierre Cordier, vice-président, et puis Denis Deschamps, qui sera l'un des intervenants, parce qu'on aura orienté aujourd'hui la réunion surtout sur l'Afrique, parce qu'on pense que c'est le continent qui a peut-être besoin le plus de nous, et vice-versa, dans les années qui viennent. Et Denis est délégué général de la CPC-CAF. Alors, nous, on est assez bien implantés en France, mais on n'est pas très implantés en Afrique. Donc on s'est dit que c'est bien de faire passer un accord avec la CPC-CAF, avec la Chambre de commerce. Je salue le vice-président, M. Solignac, avec qui on entretient de bonnes relations, puisqu'on a le même papa avec Chaptal, finalement, qui a monté les chambres de commerce et puis qui était président de la Société d'encouragement pendant 30 ans à sa création. Je salue également M. Cambacérès, responsable de la commission internationale du CESE. Donc, bon, je ne vais pas saluer tout le monde, mais en tout cas, merci à vous d'être venus si tôt dans des circonstances un peu compliquées. Et je passe tout de suite la parole, je pense à Jean-Pierre, pour les ambitions de Francophile. Merci à vous. Oui. Bien, je vais rester assis parce que si je me lève, je vais avoir le projecteur dans la figure et vous n'allez rien voir. Donc d'abord, merci d'être là ce matin. Comme le souligne Olivier, ce n'était pas forcément évident. Et je pense qu'on va avoir un certain nombre de personnes qui vont arriver au fur et à mesure du déroulement de cette réunion. Donc cette réunion est destinée à vous présenter le projet Francophile et en espérant que vous désirerez en devenir partenaire. Donc nous allons vous expliquer tout ça.
Et je vais commencer par vous dire ce que c'est que Francophile. Francophile, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme informatique qui est sur Internet, donc qui est accessible à partir d'un ordinateur ou à partir d'un téléphone, quel que soit le type du téléphone. Et ça, c'est important pour l'Afrique en particulier. Et l'idée de cette plateforme, c'est de mettre en rapport des entrepreneurs, des fournisseurs de services et des parrains. On va vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière tous ces termes-là. Alors, quelle a été la genèse de ce projet? Eh bien, il faut remonter, disons, à 2 ans. Et il y a 2 ans, il y avait la CFEC. Je salue d'ailleurs ici Michel Micmacher, Jacques-Yves Flippo, Jacques Petit, qui se sont rapprochés de la société d'encouragement et qui avaient un beau projet qui était ce projet de mettre en relation des entrepreneurs sur l'Afrique. La société d'encouragement c'était évidemment dans la vocation de la société d'encouragement. Donc, nous avons décidé de porter ce projet. Et puis est arrivée la conférence permanente des chambres consulaires d'Afrique francophone, la CPCCAF, Denis Deschamps, ici, qui avait le même projet. Donc, nous avons rassemblé nos forces et nos efforts et nous sommes dit, nous allons travailler ensemble pour mettre en place cette plateforme. Donc, comme je vous l'ai dit, cette plateforme, elle sera accessible dans un premier temps sur l'Afrique, mais notre ambition ne s'arrête pas à l'Afrique. Notre ambition, c'est le monde francophone, d'une part. Donc, l'Afrique, certes, mais le Canada, par exemple, également l'Asie du Sud-Est. Et puis, l'Afrique est un grand et beau continent, et une partie est anglophone. Donc ce site sera assez rapidement également traduit en anglais de manière à ce qu'il soit accessible depuis tous les pays africains. Donc nous avions cette idée et nous nous sommes dit c'est bien de vouloir faire du business, mais encore faut-il que ce business soit un business qui s'inscrive dans l'ère du temps et dans la problématique du temps qui est la durabilité, le développement durable. Donc, sur quels principes allons-nous nous baser pour mettre en place ce business? Et depuis 2015, vous le savez sans doute, il y a les objectifs du développement durable de l'ONU, il y en a 17, qui, pour un développement économique qui soit respectueux des hommes, de la société et de l'environnement, et également des bonnes mœurs dans le domaine des affaires. Donc, nous nous sommes dit, nous allons nous inscrire sous l'égide de l'ODD, Objectif du développement durable numéro 17. Cet objectif du développement durable étant de créer des partenariats, justement, pour un développement équilibré. Donc, nous nous sommes placés sous la haute autorité morale de ces ODD. Donc, en résumé, une plateforme orientée business, mais avec des principes. Et orientée business à l'international, mais pas seulement, en France également. Donc, maintenant, pour revenir un peu sur les principes, ce forum, cette plateforme francophile a une charte éthique que nous pourrons vous remettre. Et cette charte éthique s'appuie sur des valeurs. Et je pense que c'est important. Ce n'est pas du baratin, hein. C'est important d'avoir des valeurs, et ces valeurs sont des valeurs de respect. Et nous voulons développer ou contribuer à développer le business dans les valeurs suivantes: l'intégrité et l'honnêteté dans les affaires, c'est-à-dire que nous ne voulons pas favoriser la corruption ou la fraude. Nous voulons promouvoir également la solidarité. La solidarité, c'est important, à travers des projets qui prennent en compte les situations et les attentes de chacun. Et en développant ça, nous voulons avoir une exemplarité, cette exemplarité fondant effectivement notre légitimité. Donc, quelques mots-clés. Vous avez ça sur l'écran derrière moi. Donc, c'est un rassemblement d'entrepreneurs et d'organismes.
donc qui incarne l'état d'esprit de la francophonie. Alors, je ne sais pas si on peut le définir, mais enfin, c'est un état d'esprit de valeurs, les valeurs que je vous ai mentionnées, et également de culture. Une démarche et un positionnement neutre et indépendant. Nous sommes vraiment dans un domaine de business avec des principes. Nous ne sommes pas le bras armé du gouvernement français, par exemple. Notre ambition n'est pas de reconstituer la France-Afrique. Nous voulons aider le business. Ensuite, nous voulons porter une attention particulière à la responsabilité sociétale des entreprises, à la responsabilité des porteurs de projets, en étant sûr que ces porteurs de projets s'inscriront justement dans l'esprit des objectifs du développement durable, et en particulier l'environnement sociétal, le premier, le plus important, mais également l'environnement physique, parce que vous savez que dans de nombreux cas, l'environnement physique est mis à mal, soit par des déforestations sauvages, soit par des accumulations de déchets, etc., etc. Enfin bon, vous le savez comme moi. Donc, point important sur l'environnement physique. Et également, il y a une autre problématique qui est liée à l'accroissement très rapide de la population, c'est le changement climatique. Donc, nous voudrions que ces projets, eh bien, dans leur développement, dans leur conception, prennent en compte ces aspects-là. Et c'est tout à fait important. Et d'ailleurs, ce soir, pour ceux qui peuvent rester jusqu'à ce soir, vous le savez sans doute, nous avons ici, au premier étage, une conférence de 2 heures avec des personnalités qui feront le point sur la COP25. Je ne sais pas s'il y a un point très optimiste à faire sur la COP25, mais en tout cas, sur cette problématique du climat, et il y aura un certain nombre d'entrepreneurs, principalement des PME et des ETI, qui viendront exposer comment, dans leur business, ils essayent de s'attaquer à cette problématique du changement climatique. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Maintenant, je vais passer la parole à Denis. C'est ça ? Bon. Donc, je passe la parole à Denis. Et puis, bon, notre exposé va durer une petite heure, je pense. Mais après ça, nous aurons largement le temps d'échanger. Et vous avez vu que sur le programme, c'était 8h30, 10h30. Mais en fait, nous avons la salle jusqu'à midi. Donc, s'il y a des discussions, etc., il n'y aura aucun problème pour les poursuivre. Merci. Oui, bonjour. Bonjour et merci d'être venus aussi nombreux malgré les problèmes récurrents que nous connaissons à Paris et dans la région parisienne. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Denis Deschamps. Je suis Denis Deschamps, donc délégué général de la CPCCAF. La CPCCAF, c'est la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Alors, vous avez entendu des mots essentiels dans l'intitulé de la CPCCAF, c'est africain et francophone. Je vais commencer par francophone, par rapport au projet que nous défendons aujourd'hui avec nos amis de la Société d'encouragement de l'industrie nationale et que nous vous présentons pour que vous puissiez y participer et intégrer ce projet. Francophone, c'est que nous avons depuis de longues années déjà, et j'en suis pas à l'origine, j'en suis pas le responsable. J'ai eu quelques grands aînés avant moi, et je présente en particulier Georges Fischer, qui travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France, de constituer une plateforme francophone des affaires, c'est-à-dire le versant business ou affaires pour courant d'affaires de ce que nous faisons, nous, CPCCAF, d'un point de vue plus institutionnel. L'idée étant de rapprocher des entreprises dans l'espace économique francophone. Nous avons discuté de cette plateforme francophone des affaires avec nos amis de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et après beaucoup d'échanges, nous avons finalement retrouvé un autre projet qui était constitué en parallèle et qui était celui de Michel Micmacher pour le compte de la Société d'encouragement. Et on a fait, pour parler en bon français, merger les deux projets. On a fusionné les deux projets pour en faire qu'un seul, et avec une dynamique renforcée du fait de cette association. Alors, nous restons toujours dans une logique francophone et africaine pour ce qui nous concerne. Francophone,
parce que nous concevons la francophonie aussi, et il ne faut jamais oublier ça, avec la compréhension ou l'entendement que peut en avoir l'OIF. La francophonie, ce n'est pas seulement parler français. La francophonie, c'est le multilinguisme. La francophonie, c'est parler le français parmi d'autres langues. C'est quand on vous a évoqué la possibilité d'avoir la francophonie, la plateforme également en anglais, c'est aussi pour associer nos amis nigérians, nos amis guinéens qui sont voués à rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie. Derrière francophonie, il y a aussi francophilie. Il y a toutes les structures, les gens qui veulent développer des affaires dans le monde francophone parce qu'ils ont aussi une appréhension favorable par rapport aux pays qui sont francophones. Et je pense plus particulièrement à l'Afrique, parce que l'Afrique est aujourd'hui un marché considérable, compte tenu des données démographiques que vous connaissez tous, avec un marché avec je ne sais plus, c'est entre 1,5 milliard ou 2 milliards d'habitants d'ici 2050. Et donc ça va constituer avec des fortunes assez considérables et des marges de progression considérables dans les différents pays, y compris dans les pays les plus développés du continent. J'étais récemment au Nigeria, je peux vous annoncer qu'au Nigeria, il y a encore beaucoup à faire pour que ça corresponde à des critères de développement solides. J'ai jamais vu un pays avec autant de délestage. Ça m'a sidéré. Pourtant, c'est l'un des premiers producteurs de pétrole africain. Donc, et pour que le développement puisse s'assurer, nous croyons fermement, nous, CPC-CAF, et en lien avec la société d'encouragement, au développement par le secteur privé et par l'entrepreneuriat en Afrique. Et cette plateforme a pour objet de favoriser l'entrepreneuriat, le partenariat, le développement du secteur privé en Afrique. Et ceci dans un contexte très particulier aujourd'hui africain, qui est celui de la ZLECAf. La ZLECAf, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la zone de libre-échange continentale africaine. La zone de libre-échange continentale africaine, ce sera la première zone de libre-échange au monde en juillet 2020. Donc il faut dès à présent se préparer pour cette zone de libre-échange continentale africaine. Et également, il y a deux éléments du contexte important. Alors je vais utiliser un terme anglais, c'est le Green Deal Union européenne et Union africaine qui est en train de se constituer. Green Deal, c'est-à-dire que nous évoluons vers des programmes financés par l'Union européenne qui seront plus marqués par les questions d'environnement et de climat, et des programmes visant le développement, visant le développement africain et la croissance africaine, mais très orientés climat. Je vais faire juste une digression par rapport à cela. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique est aujourd'hui le continent le moins pollueur du monde, mais c'est celui qui subit le plus la pollution des autres. Donc, il faut, compte tenu de cela, faire en sorte que les stratégies soient les plus dépolluantes ou moins polluantes par rapport au progrès. Quand j'entends que certaines compagnies pétrolières en Afrique sont très contentes de forer à 3000 mètres au large de certaines côtes, j'espère que ces forages se fera dans un contexte climatiquement acceptable, quoi, en fait. Voilà. Donc, tu parlais tout à l'heure pour revenir à notre plateforme francophile, nous avons une orientation très marquée RSE ou ESG, économiquement social et d'économie sociale et de gouvernance. C'est-à-dire que nous avons une préoccupation forte sur le climat, le développement, avec le développement aussi alors je vais encore utiliser un terme africain, le local content, c'est-à-dire le contenu local des productions, la transformation locale des produits, dans le cadre de la stratégie d'industrialisation de l'Afrique que nous voulons penser, en particulier dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Pour ce qui concerne la plateforme et le développement de la plateforme, elle se fera de manière progressive, en ciblant tout d'abord certains pays. On ne va pas faire les 55 pays africains tout de suite. On va faire progressivement, pays après pays, en fonction des priorités qui ont été définies. Alors, la plateforme.
On va passer la slide suivante. En quoi consiste-t-il? En quoi consiste-t-elle? Le premier élément, cette plateforme francophile, c'est la constitution d'une bourse de projet. L'idée, c'est non pas de faire une nouvelle place de marché, une nouvelle marketplace, c'est bien au contraire, enfin bien différemment de cela, c'est de faire un endroit où une mise en relation puisse se faire entre des porteurs de projets entrepreneuriaux pour que ces projets entrepreneuriaux puissent se développer. Je suis producteur de poulet dans la région de Kédougou, et un gros producteur ou un important producteur ou moins important. Je suis sur la plateforme, je veux chercher des gens qui puissent m'aider d'un point de vue technique, d'un point de vue financier, d'un point de vue de distribution. Je pourrais les rencontrer moyennant la plateforme. Je suis une entreprise française spécialisée dans le domaine de la charcuterie. C'est un peu compliqué la charcuterie, mais enfin j'ai eu des demandes dans ce sens-là. Je cherche des points de chute en Afrique ou des partenaires en Afrique et puis un peu d'informations qui puissent m'aider à me développer aussi en Afrique ou ailleurs. Bien sûr, il n'y a pas que l'Afrique. Il s'agit donc bien d'une bourse de projet où des entrepreneurs pourront faire état de leurs besoins et puis pourront trouver des partenaires pour donner de la visibilité et des perspectives de développement à ces projets. Pour qu'ils puissent appuyer ces projets, puisqu'ils puissent appuyer le développement de ces projets, ils trouveront sur la plateforme une offre de services avec des prestataires de services qui apporteront leur soutien au développement de la logique entrepreneuriale, la dynamique entrepreneuriale de ces projets. Nous avons d'ores et déjà quelques prestataires de services dans les différents domaines qui sont référencés sur la plateforme, tant en matière d'information économique et stratégique que dans la matière de montage de dossiers de financement, avec Grant Thornton par exemple, que aussi dans matière d'accès au financement à travers des structures de micro et misofinance pour les petits projets, avec Initiative France qui fait partie des prestataires référencés sur la plateforme. Mais d'autres prestataires peuvent être référencés sur la plateforme. Enfin, parce que, et c'est l'un des échecs de beaucoup de plateformes qui existent, c'est que le tout numérique n'aboutit à rien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à la Société d'encouragement, à l'Atelier Industrie, et je vous garantis que grâce à la plateforme, nous nous retrouvons régulièrement ici à l'Hôtel de l'Industrie, et également grâce au réseau CPC-CAF dans l'ensemble des chambres, des 130 chambres qui sont adhérentes de notre réseau, en Afrique et ailleurs, pour pouvoir échanger entre porteurs de projets, entre parrains, entre prestataires de services, dans le cadre de rencontres physiques, pour faciliter l'échange de points de pratique, la concrétisation des prises de contact et surtout permettre le développement des projets. Voilà. Comme je l'ai dit, voilà l'un des prestataires de services qui arrive, bien sûr en retard. C'est notre Africain qui est la société Trouvert pour l'intelligence économique et stratégique. Écoutez, j'en ai terminé pour mon exposé. Maintenant, c'est à, je pense, Dominique de poursuivre pour vous donner le plus grand détail sur ce que c'est que la communauté francophile. Oui, bonjour, donc Dominique Doyen, délégué général francophile. Donc francophile, c'est aussi une communauté. Donc on va vous montrer un petit peu de quoi il s'agit aussi en parallèle sur l'application. Donc pour l'instant, l'application n'est pas ouverte au public, hein. C'est bien une pré-annonce et l'objectif est bien de vous rassembler aujourd'hui en tant que partenaire potentiel pour préparer cette annonce début 2020. Donc il va y avoir des parrains, il y aura donc un annuaire des parrains, je vais revenir dessus. Donc en parallèle de la présentation que vous avez derrière mon dos, vous avez aussi une démonstration qui est faite sur mobile de l'application qui est en pré-production. Donc vous avez un annuaire des parrains, vous avez des porteurs de projets qui sont rassemblés d'une part en tant que société ou particulier, les deux sont possibles, et une bourse de projet.
Donc cette bourse de projet, elle est accessible par des critères géographiques, des critères économiques, des critères... et puis sur une carte, directement, une cartographie pour les positionner. Voilà. Il est possible d'échanger avec ces porteurs de projets, d'avoir des conversations qui peuvent être publiques pour les gens qui sont adhérents de Francophile et qui donnent leur avis sur les projets. Et puis, il peut y avoir aussi des conversations purement privées, quand des échanges plus bilatéraux, justement pour pouvoir conclure des partenariats un peu plus avancés, sont possibles. Il y a des fournisseurs de services, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc ces fournisseurs de services, ce sont des gens qui proposent des services d'accompagnement au projet, soit en termes de formation, soit pour aider à la maîtrise du projet, soit pour le financement, soit parce qu'ils ont une spécialité particulière. Dans nos autres partenaires, nous avons aussi des partenaires mécènes. Alors, les partenaires mécènes, ce sont ceux qui aident au financement de Francophile. Donc je vous rappelle, Francophile est un projet sans but lucratif, mais il faut quand même aider à son financement, et notamment ses frais de fonctionnement. Donc les frais de fonctionnement sont notamment pris en charge petit à petit, après la phase d'investissement, par les mécènes. Donc maintenant, je vais revenir un petit peu plus sur ces différents rôles. Alors, pourquoi devenir parrain? Devenir parrain, ça va d'abord déjà, ça concerne qui? Ça concerne des entreprises, des institutions, des organismes qui ont déjà dans leur ADN et dans leur mission de développer l'entrepreneuriat. Alors ça peut être local, ça peut être sectoriel, voilà, ou ça peut être entre guillemets institutionnel. Voilà. Donc ça permet, devenir parrain, ça permet déjà de prolonger leur propre mission. C'est-à-dire que par exemple, ces parrains peuvent organiser des événements autour de l'entrepreneuriat. Bon. Et qu'est-ce qui se passe après l'événement? Il faut lui donner aussi une seconde vie, le prolonger. Et c'est une manière de prolonger les actions qu'ils entreprennent. La deuxième chose aussi, ces parrains peuvent parfaitement organiser des concours. Alors des concours, on reçoit beaucoup de projets, mais ces projets, il y en a très peu qui sont récompensés. Qu'est-ce qu'on fait après pour leur donner encore une seconde chance pour pouvoir faire maturer ces projets? Voilà. Donc voilà quelques exemples concrets de ce que ça peut apporter à des parrains de soutenir des projets sur lesquels ils sont déjà plus ou moins engagés ou qu'ils ont déjà recensés. Ça, c'est un premier rôle. Un deuxième rôle, ils ont généralement une mission, soit sur sectoriel, local, etc., ou institutionnel. Et sur la plateforme, l'objectif, c'est quand même d'avoir beaucoup de porteurs de projets. Donc ils peuvent être aussi sollicités par des porteurs de projets qu'ils ne connaissent pas. Et donc, à ce titre, les parrainer, parce que le porteur de projet se sera dit, moi je veux plutôt aller sur ce secteur-là, ou plutôt aller dans cette localisation. Et donc, je pense que ce parrain est plus adéquat pour m'aider à faire grandir mon projet. Voilà. Donc le rôle, c'est bien de pousser les projets et de les accompagner. Bon, après, quel est l'intérêt pour les parrains? C'est aussi une deuxième mise en lumière des parrains. Les parrains ont aussi accès aux autres parrains, à l'annuaire des parrains. Ils peuvent nouer aussi des contacts et puis peuvent avoir aussi leur propre projet. Le fait d'organiser un concours, c'est un projet en lui-même. Donc ils peuvent mettre aussi leurs événements en valeur. Donc comment devenir parrain? Alors, vous avez tous reçu un petit dossier à l'arrivée. Dans ce petit dossier, vous avez 3 documents. Un document qui s'adresse aux futurs parrains, un document qui s'adresse aux fournisseurs de services et un document qui s'adresse aux mécènes. Bon, ces rôles, vous pouvez très bien avoir une entité qui cumule les 3 rôles. Mais ce n'est pas la même motivation et ce n'est pas le même attendu. Donc, dans chacun de ces dossiers sont décrites les manières de rejoindre Francophile sur ce sujet. Je reviens maintenant aux parrains.
Une fois que Francophile sera disponible donc sur mobile et sur web, vous pourrez vous inscrire directement sur l'application et saisir votre spécialité, votre description, télécharger des éléments vidéo pour expliquer un peu plus ce que vous faites, des photos, etc. Et donc vous proposer en tant que parrain. Derrière, soit nous nous connaissons déjà parce que nous avons organisé des manifestations de ce type-là et qu'on estime que vous êtes des parrains potentiels, soit on ne se connaît pas et donc on va examiner la candidature du parrain par rapport à la charte éthique qu'a évoquée Jean-Pierre tout à l'heure. Voilà pour le dispositif des parrains. Maintenant, je vais décrire un peu plus de manière concrète ce que ça apporte en tant que porteur de projet. Alors là, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le jour où il y a beaucoup de porteurs de projets, puisque l'objet, c'est quand même d'abord de réunir le réseau et de mettre en place le réseau. Mais je vais quand même expliquer à quoi ça sert quand même pour les porteurs de projets. Bon. Donc, on a dit qu'il y avait des parrains, on a dit qu'il y avait des fournisseurs de services. Donc, ils vont pouvoir avoir un certain nombre de services et d'accompagnement pour aider leur projet. L'objectif aussi est d'échanger et de faire évoluer leur projet, d'avoir aussi un avis des autres personnes sur leur projet. Donc il y a des échanges de conversations qui se mettent en place, des conversations qui sont publiques au sens adhérent de Francophile, c'est-à-dire en mode connecté. Et puis il y a des conversations qui seront purement privées, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir demander à un autre porteur de projet ou à un parrain, etc., de vouloir s'associer à son projet. Pour quelle raison? Tout simplement, besoin logistique. J'ai quelque chose qui marche déjà, je suis plus qu'un porteur de projet, je suis une entreprise et je cherche en fait de la diffusion et je cherche un réseau de franchisés à monter en Afrique, par exemple. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Ou au contraire, mon projet n'est pas complètement mature, et en matière de technologie, je cherche un partenariat pour compléter cette technologie et faire aboutir ce projet. Voilà quelques exemples d'utilisation de Francophile pour les porteurs de projets. Donc là, pareil, tout ce qui est processus d'inscription, processus d'échange, etc., se fait complètement en ligne, à partir de l'application, soit sur mobile, soit sur le site web. Donc, il télécharge l'application sur un Android ou un iPhone ou un Apple. Il s'inscrit, il se fait parrainer, et puis il décrit son projet et il commence à échanger avec les autres. Pourquoi devenir fournisseur de services? Alors, les fournisseurs de services, ce sont tous les services d'accompagnement, que ce soit au niveau financier, au niveau juridique, au niveau formation, au niveau business plan, pour les porteurs de projets. Donc ce sont des entreprises qui existent, qui ont déjà ces activités-là, et qui vont se mettre en avant avec leurs services sur la plateforme Francophile. Voilà. Donc déjà, on a recensé, tout à l'heure, on a cité Cantorton, on a Sudax, on a déjà 4-5 fournisseurs de services qui sont référencés. Et l'objectif, évidemment, c'est d'en avoir beaucoup plus. L'intérêt pour les fournisseurs de services, c'est relativement simple. C'est une mise en lumière de leurs services et aussi la manière de créer des nouveaux contacts et aussi d'augmenter leur réseau. Là, au niveau pratique, puisque la mise en ligne, on va faire une mise en ligne et ça va être un lien vers leur propre site, la mise en ligne sera faite par l'administration Francophile et c'est pour ça que dans le dossier, on vous a joint un petit formulaire qu'il faudra nous remplir et on fera la mise en ligne nous-mêmes au niveau de l'administration Francophile. Pourquoi devenir mécène? Donc, je reviens au financement de Francophile. Et donc aujourd'hui, on assure tout l'investissement, toute la phase d'investissement. Et puis au bout d'un certain temps, Francophile devra vivre tout seul pour ses frais de fonctionnement. Donc on va rechercher des mécènes. Donc un mécène, c'est quoi? Un mécène, c'est des dons en argent, c'est des dons en nature, tout simplement des prestations de services, par exemple. Voilà.
ou tout simplement aussi du mécénat de compétences, comme ça se pratique déjà pour francophiles. Voilà. Derrière le mécénat, ça sert à quoi? Il y a déjà pas mal de fondations qui existent dans les grandes entreprises pour privilégier l'entrepreneuriat, par exemple. C'est un des moyens de poursuivre cette mission, et de manière très concrète et très pratique. Voilà. Après, les fonctions de mécénat bénéficient en France, et encore aujourd'hui, pour les entreprises qui payent des impôts en France, de 60% de remise sur leurs impôts de société, dans la mesure où ça reste strictement du mécénat. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'attendre une contrepartie, etc. Donc, cela dit, on a tout à fait le droit de les mettre en valeur sur le site et dans l'application, dans notre Puric mécène, simplement avec leur logo, pour les mettre en valeur. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est quand même important. Ça permet de manière très concrète, pour des mécènes qui ont déjà des activités en relation avec l'entrepreneuriat, concrètement, de continuer leur mission. Après, au niveau pratique, je reviens sur la démonstration. Donc, tout à l'heure, vous aviez quelques exemples de francophiles. C'est une application. On l'a voulu le développer directement en mode mobile et éventuellement d'avoir aussi un site web, francophile.org, en complément. Donc, elle a été développée nativement en mode mobile. Et elle a été développée directement sur Apple et sur Android. Donc ça reste relativement une application relativement légère et assez interactive. En termes de disponibilité par rapport au planning, on souhaite faire l'annonce publique de Francophile début 2020. Avec une disponibilité de l'application qui sera à peu près aux alentours de février. Et pendant ce laps de temps, on va chercher à renforcer notre réseau de partenaires. La parole est maintenant à vous. Et on va répondre à vos interrogations. Par rapport à cette démarche, est-ce qu'elle vous semble pertinente dans le contexte économique actuel? Est-ce que, et plus particulièrement pour le continent africain? À vos interrogations et également à vos suggestions. Ah oui. Bonjour Sylviane. Voilà, qui va nous rejoindre, peut-être dire un mot, Sylviane. On te saisit au bon, mais quelques petits sujets de transport. Donc on arrive au moment de vos questions. Non, mais je pense que Sylviane va être la modératrice de vos questions. Donc on la prend un peu juste au sortir. Pardonnez-moi, après quelques vies un peu compliquées dans les transports ce matin. Bonjour à tous, pardonnez-moi. Alors, Alfred qui démarre. Voilà. Bonjour à tous. Moi, j'ai plusieurs petites questions. Je les pose en une fois parce que sinon, je serai obligé de redemander le micro. D'abord, bravo pour le dossier de presse. Pour un journaliste, c'est merveilleux. Il n'y a plus qu'à copier, tout est dit. Mais est-ce qu'on pourrait revenir tout à l'heure sur la dernière image avec les mobiles, parce que je n'ai pas eu le temps de faire la photo. Merci. Et voilà, je voulais savoir si on pouvait avoir un accès, enfin, s'il était possible de mettre à disposition des volontaires un accès privé en attendant l'ouverture publique, justement pour que le jour où ce sera ouvert publiquement, il y a déjà pas mal d'infos, je ne sais pas s'il marche, il y aura déjà pas mal d'infos dispo. Deuxièmement, est-ce que l'EIF contribue? Et il existe notamment le FFA, Forum francophone des affaires, présidé par M. Gentili de la Brède. Est-ce qu'ils font quelque chose pour aider à ce magnifique projet? Je ne sais pas, je me pose la question. Et enfin,
Alors, c'est le journaliste qui parle. Il faudrait quand même des articles d'accompagnement, par exemple, qui peuvent intéresser les protagonistes de ce francophile. Par exemple, vous avez cité, Dominique, vous avez cité le mécénat de compétences, qui est un sujet fantastique que tout le monde ne connaît pas, loin de là. Et ben, il se trouve que j'ai écrit un papier il y a un mois sur ça. J'ai interviewé un expert, il fait 5-6 feuillets. Je le mets gracieusement à disposition. Comme ça peut donner des idées à des personnes de s'impliquer. Voilà, merci. Je vais prendre la première ou le mécénat de compétences. Alors, qui veut donner un petit coup de projecteur? Voilà, je ne vais pas juste porter le micro, mais en l'occurrence, avec plaisir, si tu veux répondre peut-être sur le mécénat de compétences, nous donner un petit peu ton éclairage. Je vais répondre à la première question déjà sur l'application. Donc l'application, aujourd'hui, on vous l'a montré, donc elle est disponible en pré-production. Donc oui, c'est bien l'objet, on s'en sert pour vous faire des démonstrations, on s'en sert en mode, entre guillemets, privé, c'est-à-dire on a des accès sur la pré-production, on vous explique quel est le site et vous l'avez directement sur votre mobile. Donc oui, on peut tout à fait fonctionner comme ça. Et puis, c'est l'objet justement pour constituer le réseau et que vous puissiez la tester. Donc ça, c'était pour l'aspect technique. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui. Sur l'aspect mécénat, je veux bien répondre. Ton témoignage, parce que du coup, tu vis cette expérience depuis quelques mois. En tant que délégué général de Fréquenfil, il se trouve que je suis en mécénat de compétences. Donc, je peux parler du sujet. Aujourd'hui, le mécénat de compétences, ce sont surtout des grandes entreprises qui en font en France. Ce sont des missions généralement de 1 an à 2 ans, qui sont plutôt en fin de carrière, parce qu'il y a une obligation derrière, ça tombe bien, c'est sujet d'actualité, de prendre sa retraite derrière. Il y a une obligation à la fin du mécénat de compétences, généralement, de prendre sa retraite. C'est une des formes de mécénat de compétences. Mais celle qui est sur des périodes comme ça de 1 an, 2 ans, derrière, il y a un engagement de reprendre sa retraite à une date donnée. Voilà. Et donc, les grandes entreprises en font partie, mais c'est ouvert à tout le monde et c'est assez peu diffusé. Et c'est bien pris en charge dans le cadre des 60% de réduction sur l'imposition des sociétés en France, pour les sociétés qui sont imposables en France. Voilà. Je ne sais pas, Nathalie, tu voulais rajouter quelque chose sur le mécénat de compétences? Un peu spécialiste. Alors Alfred, peut-être dit un mot? Excusez-moi de reprendre la parole, mais c'est tout à fait juste ce que vous venez de dire, mais c'est incomplet parce qu'il n'y a pas que les pré-retraités qui ont accès à ça, il y a aussi n'importe qui, 30 ans, 40 ans, enfin qui on veut. Et c'est l'entreprise, dans le cadre d'une convention, qui peut dire à chaque salarié, par exemple, bah, tu as droit à 3 jours cette année, ou 4 ou 5, enfin ça dépend des accords. Mais donc c'est ouvert à tous. Il y a une réforme aussi en cours. Alors oui, il y a une réforme en cours, mais sur l'ensemble du sujet du mécénat. Et donc effectivement, un certain nombre de règles sont en train d'être modifiées. Voilà. Merci. Donc moi je vais peut-être compléter. Alors il se trouve que je m'appelle Nathalie Madeline, je travaille chez BNP Paribas et il se trouve que c'est la grande entreprise qui a mis en place le dispositif dont Dominique est témoin aujourd'hui. Le mécénat de compétences est lié à un accord d'entreprise, donc il peut être différent d'une entreprise à l'autre. Aujourd'hui, les grands acteurs, le premier c'était Orange. Et puis les autres grands acteurs de ce dispositif, alors il y a nous, BNP Paribas, mais il y a AXA, La Poste, L'Oréal, donc qui sont des grandes entreprises et chaque entreprise a un dispositif différent. Chez Orange, c'est un dispositif non pas à temps plein mais à temps partiel et il y a des entreprises chez qui, puis nous-mêmes on l'a testé, qui peuvent proposer des missions en cours de carrière. Mais donc, pour vous répondre à votre question, chaque entreprise a son dispositif et effectivement c'est considéré comme un don en nature à une association qui doit être d'intérêt général pour pouvoir émettre un reçu fiscal. Donc il y a un dispositif fiscal à la clé et il n'y a effectivement aucune contrepartie commerciale ni d'image, donc c'est un don.
Alors évidemment, on n'interdit pas les entreprises bénéficiaires d'en parler, mais c'est absolument pas demandé a priori. Je vais répondre à la question d'Alfred sur l'OIF. Comme je l'ai évoqué, le sujet de cette plateforme francophone des affaires a été évoqué de longue date avec l'OIF. Et c'est même indiqué expressément dans une convention entre la CPCCAF et l'OIF, que nous espérons bientôt renouveler avec l'OIF. Donc le sujet a été discuté avec l'OIF et je pense que nous disposons de l'appui de l'OIF, même s'il n'y a pas de contribution financière de l'OIF, pour dire clairement les choses. L'OIF, en effet, est lié aussi avec d'autres partenaires que la CPCCAF. Et tu as cité, Steph Gentilly, le Forum francophone des affaires, qui fait partie de notre environnement. On se parle, on se connaît, on s'échange des informations avec Steph Gentilly, le Forum francophone des affaires. Nous n'avons pas exactement la même démarche, si je puis dire, ni les mêmes appuis que le FFA. On pourrait très honnêtement envisager que le Forum francophone des affaires puisse aussi parrainer des projets, sachant que nous sommes dans un univers francophone et patronal compliqué, parce qu'il n'y a pas que le Forum francophone des affaires, il y a le groupement du patronat francophone, enfin il y a plusieurs associations comme cela. CPCCAF, je parle ça sous l'autorité de mon vice-président Philippe Solignac ici présent, on a l'avantage d'être dans une forme de neutralité, puisque nos composantes sont les chambres de commerce, les chambres de métiers, les chambres d'artisanat, les chambres d'agriculture, et donc on a une position neutre qui favorise le fait que nous sommes là pour développer le business et pas les désintérêts du business, voilà, si je puis dire. Pour dire schématiquement les choses. Et puis nous sommes partenaires. Je vois Dominique Brunin, par exemple, de la Chambre de commerce franco-arabe. Je ne me suis pas trompé, le CCFA. Voilà, on travaille, on a l'habitude de travailler en collaboration et en partenariat, et pour tout ça, pour développer des synergies, comme on l'a fait avec la Société d'encouragement de l'industrie nationale. Merci Denis, et je crois que cette notion de neutralité sur laquelle tu insistes, j'imagine que c'est un des points sur lesquels vous avez déjà insisté, puisqu'elle constitue un élément majeur de notre volonté et probablement une distinction peut-être par rapport à d'autres initiatives, mais sur cette francophonie, sur ce périmètre, je crois que le fait de réunir avec votre présence ici qui en atteste, des acteurs qui ont ce souci de l'intérêt général en toute neutralité et aussi, bien entendu, avec toute la diversité. Peut-être si M. Jean-Marie Cambacérès voulait nous donner un mot, parce que je crois que ce qui serait intéressant, c'est que vous qui souhaitez et qui avez déjà, pour certains d'entre vous, exprimé votre volonté d'être parrain de cette initiative, avec le fait de pouvoir porter, appuyer, valoriser des porteurs de projets. Je crois que c'est maintenant votre moment de prise de parole aux uns et aux autres, et peut-être un des premiers qui nous a fait part de cette volonté, Jean-Marie Cambacérès. Merci beaucoup, c'est très gentil, parce qu'en plus, malheureusement, je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin, même je ne devais pas être là, puisque je devais être en mission avec le président Bernasconi du Conseil économique et social en Serbie, où nous les aidons à monter un conseil économique et social. Mais avec les événements en France, sociaux, on a préféré rester et pas dire qu'on était parti à l'étranger. Donc ça m'a permis de venir ce matin avec vous, avec grand plaisir. Parce qu'effectivement, comme on le disait, j'avais donné mon accord pour être parrain dès le début de cette initiative vraiment très intéressante. Alors, ce que je peux dire, c'est que effectivement, à la fois l'Afrique et la francophonie, nous pouvons donner à Francophile pas mal de réseaux et de contacts, étant donné que l'année dernière, c'est le Conseil économique et social au Palais Iéna il y a 2 ans, qui a organisé, peut-être certains d'entre vous y étaient, Africa 2000, avec le ministère des Affaires étrangères, où il y avait eu, puisque c'était le but, de presque 2000 entreprises africaines qui étaient présentes, et donc qui a permis d'avoir beaucoup de contacts. Il faudrait peut-être retrouver tous ces réseaux pour les mettre. Et en plus, nous avons été chargés
d'être les coordinateurs au Palais Iéna du futur mois de la francophonie, et plus exactement de la journée de la francophonie, le 10 mars, dans lequel il y a des réunions toutes les semaines qui le préparent. Et j'ai demandé, je ne sais pas si Jean-Pierre, tu as eu les retours, ou si vous avez eu les retours de Marie-Béatrice Levaux, mais que le francophile soit invité à toutes les coordinations où il y a l'OIF, il y a le MEDEV, le Quai d'Orsay, tout ça, etc. Donc je t'avais signalé aussi, hein, je ne sais pas si... Bon, il faut me le dire, parce que sinon on vous mettra. C'est l'occasion unique de voir le deuxième volet qui est la francophonie. Et puis, un petit souhait pour l'avenir, et j'en terminerai par là, c'est que moi-même, étant par ailleurs président de France Asie, ça n'a rien à voir, mais qu'un jour, francophile attaque l'Asie, entre guillemets, où la francophonie, c'est vrai, est moins présente, mais la francophilie est importante. Et donc là, on pourrait faire après, commencer par l'ancienne Indochine, Vietnam, Laos, Cambodge, et puis après peut-être un peu développer avec la Chine et l'Inde, mais ça sera dans une deuxième ou troisième phase. Merci. Sauf si Denis me dit que c'est déjà prêt. Ce que je signale, Président, c'est que le Laos fait déjà partie de notre association CPCCAF, et que nous avons aussi l'Amérique du Nord, même si c'est un peu compliqué avec l'Amérique du Nord, parce qu'ils ont une vision différente de la francophonie que nous pouvons avoir. Oui, nous n'avons pas eu, je n'ai pas eu, sauf erreur ou omission de ma part, le retour dont tu parlais, donc ça serait bien... N'oubliez pas d'associer la CPCCAF aussi. Oui, mais enfin bon, nous sommes ensemble, hein, donc... Qui souhaite donc peut-être compléter, peut-être Président, un mot aussi? Bonjour à tous. Oui. Alors, moi, c'est un peu, pas nouveau, mais enfin récent, je vais dire, pour moi. Moi, je suis impliqué à la CPCCAF depuis 1 an, et je vois un peu toutes les démarches, pas toujours simples, mais enfin toujours profitables en faveur du rapprochement de nos économies. La CPCCAF, le programme Archipelago, où essentiellement on essaie de créer de l'emploi, parfois à des tailles assez modestes, mais il ne faut pas avoir peur d'être au plus près du terrain pour créer, vraiment donner à des jeunes la possibilité de rester dans leur pays africain, de pouvoir créer une entreprise, encore une fois de taille modeste, de pouvoir nourrir une famille au lieu de les voir sur des routes qui mènent à l'expatriation, souvent dans des conditions très, très pénibles. Voilà. Et donc, francophile, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et j'en suis très heureux. En tout cas, vous avez tout l'appui de la CPCCAF et de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, la Chambre de commerce de région Paris-Île-de-France. Et bravo à la Société d'encouragement pour tous les efforts qu'elle déploie, et puis à la Société Générale qui met à disposition de... BNP, pardonnez-moi. BNP, non mais, voyez, c'est... Oui. Pardonnez-moi, alors ce sera coupé au montage. À la BNP, voilà, pour tout l'appui qu'elle apporte à travers vous. Merci pour ces paroles encourageantes pour la Société d'encouragement. Qui souhaite dire un mot? Donc, voilà. Oh, pardon, monsieur. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean Koivogui, je suis dirigeant d'une start-up. Alors, nous développons une solution de référencement géolocalisé, adressage, système d'information géographique à destination des pays africains qui sont en manque d'adresses. Et vous savez, dans des villes qui se développent énormément aujourd'hui, quand on n'a pas d'adresse, imaginez comment cela impacte l'économie locale, tout ce qui cadre les aspects sécuritaires, développement de l'e-commerce, etc. C'est à ça aujourd'hui nous on s'attaque pour mettre en place des solutions de cartographie à l'image d'ici, mettre en place des fichiers de base d'adresses locales après nationales, et aussi développer des applications mobiles de référencement, Google Maps,
un peu africains et Waze intégrés pour faciliter les solutions de logistique, l'itinéraire et du trafic. Dans cette démarche, on a aujourd'hui eu un partenariat avec le CNES qui va nous accompagner parce qu'on va utiliser des briques technologiques du spatial. Voilà, donc on a été sollicité effectivement pour parrainer la francophile. Alors, j'ai donné mon accord et aujourd'hui, à l'égard de ce qui a été expliqué, je confirme à nouveau. Et je souhaiterais dire que je suis vraiment très content aujourd'hui que des initiatives s'orientent vers l'Afrique et qui mettent en valeur des porteurs de projets à destination de ce continent et surtout le monde francophone en général. Alors la question que je voudrais poser, est-ce que en tant que parrain, on peut avoir une double casquette, parrain et porteur de projet à la fois? Pour être parrain, il faut avoir des porteurs de projets et les soutenir. Donc, une organisation, et en tant qu'organisation globale et collective, vous pouvez avoir une casquette de parrain, mais surtout, identifier les porteurs de projets, vous en êtes un. En tant que porteur de projet, vous vous signalez et puis intégrer Francophile, faire votre demande de valorisation et surtout d'expliciter quels sont les soutiens ou les appuis ou les besoins qui sont les vôtres. C'est l'objet de la plateforme. Expliciter en tant que porteur de projet ce que vous souhaitez pouvoir développer et avec qui, avec quel type de soutien et quel type de besoin. Dominique va compléter. Merci, oui. Sylviane. Alors, en fait, on s'est bien rendu compte avec les premiers tests et les premiers pilotes qu'on avait que ce rôle de parrain et de porteur de projet pouvait fusionner. Je vais donner un exemple. Vous avez des startups qui ont réussi, qui ont déjà pas mal de soutien, qui ont déjà passé des concours, etc., qui commencent à avoir un marché et qui deviennent mentors vis-à-vis d'autres porteurs de projets. Donc, typiquement, oui, c'est un rôle de parrain vis-à-vis des autres porteurs de projets. Donc voilà, donc les rôles effectivement peuvent être fusionnables, comme un parrain peut être aussi fournisseur de services. Voilà, mais c'est deux rôles différents. Nous, on serait heureux, on a parlé de la Société Générale de la BNP, mais la BNP et la Société Générale peuvent être des parrains. Et il y a des questions importantes qui sont pour les porteurs de projets, c'est l'accès au financement, qu'il s'agisse d'investissement ou de capital, ou même d'accès au crédit, en fait, au crédit bancaire. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait essentielles et prégnante pour l'Afrique, en fait, pour les projets africains. Est-ce que sur cette question de financement, il y a des interventions qui pourraient voir il y a des questions qui seraient intéressantes? Oui. Alors, on a le président de la société d'encouragement qui veut poser une question. Non, c'est pas forcément une question, c'est peut-être une précision, et puis donner la parole à quelqu'un qu'on a aidé justement. Donc c'est une histoire, c'était avant la création de Francophile. Tout à l'heure on parlait de mécénat. À la Société d'encouragement, on est la première association reconnue d'utilité publique. Le statut a été inventé pour nous en 1824. Donc on a la possibilité de recevoir des sommes en mécénat sur des sujets particuliers. Et c'était il y a 2 ans, une jeune entreprise est venue nous voir en disant voilà, je voudrais monter une opération entre la France et l'Afrique. Autrement dit, c'était de fédérer. Moi, je lui ai laissé la parole, dire c'était plus simple. Et donc, on l'a accompagné justement en ayant un fonds dédié sur ce projet-là, et qui a été financé par pas mal d'entreprises. Aminata. Bonjour à tous, donc Aminata Diop-Johnson, fondatrice de l'Agence culturelle africaine, qui fait la promotion et la valorisation des industries culturelles africaines en France et puis également sur le continent. Donc effectivement, moi j'ai créé ma structure il y a 2 ans, je suis venue voir le président Olivier Mousson et qui nous a énormément aidé avec la SEIN à lancer notre initiative. Donc on a d'abord dans un premier temps été hébergé ici avec nos équipes, puis qui nous a aidé à, comme il le dit, des fonds qu'on avait de partenaires comme l'OIF, comme l'AFD, etc., ou des mécènes comme la Fondation Clément, qui ont pu être recueillis sur le fonds de la SEIN.
et qui nous ont permis de faire des événements sur le Salon du Livre, sur le Festival de Cannes, accompagné par la SEIN, qui a accueilli ici des dîners avec des partenaires. Et grâce à tous ces événements-là, maintenant, on prépare un gros projet sur le continent avec la CEDEAO, un gros festival qui s'appelle EcoFest et qui va réunir les 15 pays de la CEDEAO et qui va être un festival tournant chaque année dans un État francophone, enfin il y a également anglophone à la CEDEAO, mais en tout cas dans un État africain. Donc effectivement, c'est le fait d'avoir été accompagné, structuré, avoir pu bénéficier du réseau, puisque un grand partenaire qu'on a eu grâce à la SEIN qu'on a rencontré ici, c'est également Vivendi avec le Bolloré. Donc ça a vraiment eu c'était un début pour lancer cette initiative et on espère que ça va continuer. En tout cas, ça a été très, très intéressant. Bonjour, Samia Brahimi. Moi, je suis l'heureuse membre d'ailleurs de la société d'encouragement, mais je suis aussi, je travaille entre l'Algérie et la France. Je suis directrice de développement d'un cabinet de conseil. Et j'avais une question concernant l'Algérie, parce que l'Afrique, évidemment, il y a le Maghreb. Je vois sourire. Mais bon, est-ce que l'Algérie, d'abord, j'espère qu'elle est concernée par votre plateforme. Ensuite, si oui, je continue, sinon je m'assois. Non, bien entendu. Ah non, bon, l'Algérie, c'est toujours un cas à part, hein. Très sérieusement. Non, la CPCCAF comprend toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord, sauf l'Algérie. C'est vrai. Mais pour des raisons politiques, nous avons des chambres qui veulent adhérer à notre association, mais bon, il y a une question politique un peu complexe avec le pouvoir politique algérien qui n'est pas francophone, qui est arabophone et qui n'aime pas trop la notion de francophonie. Mais ça n'empêche pas de travailler avec nos amis algériens, avec la CACI particulièrement, la chambre de commerce d'Alger. Voilà. En fait. Alors, bien entendu, l'Algérie est dans le projet et tous les porteurs de projets algériens sont dans le projet. Alors je vais vous dire, moi je rebondis, merci de ces précisions, parce que je trouve que c'est un projet qui serait magnifique pour l'Algérie. C'est vraiment, d'abord je vous dis bravo, parce que c'est exactement ce dont a besoin ce pays, parce que je vois connecter les entreprises. Les entreprises sont souvent seules en Algérie, elles sont très isolées, mais ça, bon, on ne le dit pas, parce qu'on ne médiatise pas tout ça. Donc c'est extrêmement important de mettre en connexion, j'en ai souvent parlé avec mon ami Olivier, de mettre en connexion les entreprises. Déjà ça, c'est une chose de base qui me semble absolument fondamentale. Vous avez parlé d'arabisation, c'est exactement ça aussi une partie de mon propos. C'est vrai que c'est un pays qui tend à s'arabiser, mais on revient en arrière là, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un pur échec. Donc il y a de l'espoir pour francophiles, en tout cas en Algérie. Donc, il y a des projets au niveau de l'éducation qui font qu'on revient en arrière. Ensuite, pour ce genre de pays, justement, je ne sais pas, peut-être un peu moins pour le Maroc, enfin en tout cas pour le Maghreb, francophile, c'est extrêmement riche par rapport à tout ce que vous nous avez exposé ce matin. Et j'ai l'impression que le titre, la francophonie, me semble être un prérequis, au même titre que le respect de l'environnement. Alors que c'est essentiellement ce qui est mis en avant dans le titre. Et donc, je pense qu'il faudra communiquer, au niveau de la communication, il faudra vraiment expliquer qu'on va au-delà de la francophonie, qu'il y a des services absolument fondamentaux. Faites tout ce que vous nous avez dit ce matin. Donc, c'était ma remarque à ce niveau-là. Je vous remercie. Je vais encore répondre pour dire que, je répète, la francophonie n'est pas que parler français, c'est parler français parmi d'autres langues. Donc le Nigeria, le Ghana, là on a parlé de la Serbie, c'est la francophonie aussi. L'orientation environnement et climat, c'est un marqueur fort pour francophiles. Sylviane pourra en parler beaucoup mieux que moi, qui suis un newcomer sur le sujet, mais elle peut vraiment répondre sur les questions d'environnement et climat, et d'ailleurs c'est le sujet de ce soir. Voilà, oui, peut-être pour répondre sur ce point, effectivement, ici même à la Société d'encouragement, avec Olivier et beaucoup de nos amis ici, nous avons, et depuis de nombreuses années, poussé tous les entrepreneurs qui agissent tout particulièrement avec ces valeurs
d'un monde durable et qui portent ces questions soit directement dans leur business model et évidemment dans leurs valeurs personnelles au quotidien, dans leurs actions. Donc ce sujet en particulier, et compte tenu de l'urgence de la transition climatique énergétique, nous le mettons en valeur, nous le mettons en lumière. Et chaque année, depuis la COP21, à la COP21 ici même, nous avons accueilli les entrepreneurs africains pendant une semaine, même un peu plus, pour permettre qu'ils soient ici à Paris, au cœur de Paris, au moment de cet accord de Paris, avoir une place importante de discussion et d'échange. Et depuis, chaque année, on a donc un événement qui met en lumière à chaque fois des entrepreneurs formidables, innovants, et qui apportent des choses sur cette question des enjeux climatiques. Donc oui, bien sûr, Francophile, un des marqueurs, un des points forts, c'est d'être une plateforme de soutien pour ces entrepreneurs-là, ces entrepreneurs qui agissent avec un temps d'avance, être tout de suite au XXIe siècle et oublier les erreurs du XXe. Donc ça, c'est très très important. Ce soir, vous êtes tous invités, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'auraient pas vu l'invitation, à 17h à la mise en lumière pour le climat ce soir. Et voilà, on pourra creuser ce sujet davantage. Peut-être, madame, vous souhaitiez prendre la parole ? Oui, il y avait madame également. Mais vous prendrez la parole après. Voilà. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Mireille Mouillet. J'avais quelques questions pragmatiques, factuelles, logistiques. L'inscription, que l'on soit partenaire, mécène, etc., est gratuite. Ma question est celle-ci. Les porteurs de projets, est-ce qu'il y a des filtres? Parce qu'effectivement, en plus, il y a des gens qui disent que ce sont des projets, mais ça n'est pas tellement abouti, donc souvent c'est encore au stade embryonnaire. Et en plus, après, il y a des niveaux de projets aussi, certains sont beaucoup plus stratégiques. Il y a francophone et francophile. Effectivement, moi, je défends beaucoup l'espace aussi francophile. Denis a dit qu'il y aura une version en anglais pour l'Afrique anglophone. Il y a aussi l'Afrique lusophone et une partie germanophone. Donc, vous faites comment pour eux? Et puis... D'accord. Et concernant, j'avais une dernière question. Oui, s'agissant des mécènes, et je vais citer que BNP puisqu'ils sont là, puisque la plupart de ces sociétés du CAC 40 ont des fondations, est-ce que leur mécénat, c'est aussi d'aider les porteurs de projets ou les financements avec leur fondation? Parce que beaucoup de porteurs de projets sont allés directement voir les fondations de ces grandes sociétés du CAC 40 et n'ont pas eu d'écho. Et j'avais encore une autre question, mais je l'ai oubliée, donc je la reposerai plus tard. Merci. Oui, vous avez dit que mécénat pour vos frais de fonctionnement, mais vous n'avez pas de fonds d'investissement, vous allez travailler comment? Et puis les projets qui vont arriver, ils vont être financés comment? Ça c'est vraiment ma très grande question, et c'est surtout une question très francophone. Oui, alors pour répondre à vos questions financières, et la première que vous avez posée, donc c'est celle qui vous tenait le plus à cœur, l'inscription, quelle que soit la manière dont on veut s'inscrire en tant que porteur de projet, parrain ou bien fournisseur de services, est gratuite. La seconde, d'où vient notre investissement? L'investissement est un l'investissement nécessaire à la création de cette plateforme a été fait par la société d'encouragement en partenariat avec la CFEC qui nous a beaucoup aidés en nous apportant des fonds relativement importants. Donc l'investissement est fait vraiment par nous. Le service, dans un premier temps, va être gratuit. Mais quand vous avez une plateforme de cette manière-là, il faudra qu'il y ait des gens qui fassent vivre cette plateforme. Donc nous aurons besoin d'argent, d'où l'appel au mécénat. Et éventuellement, si la plateforme a le succès qu'on lui prête, on n'exclut pas sur cette plateforme de mettre en place des services payants pour ceux qui en bénéficieront. Donc on a un business model qui pour l'instant
est tout à fait bien assurée grâce en particulier donc, à la dévolution du CFEC. On n'a pas de problème d'argent, mais si, comme je le disais, si on a le succès qu'on estime avoir, eh bien, je pense que moyennant une contribution très raisonnable des porteurs de projets plus du mécénat, on pourra faire fonctionner notre plateforme de manière satisfaisante. Voilà. Alors en ce qui concerne, oui, pardon. Peut-être Madame qui attend. Alors son il y avait tour. peut-être d'autres questions. Oui, mais il y avait peut-être d'autres questions. Alors oui, attends, non, mais d'autres questions posées par Mireille. Ah non, Mireille, c'est bon. Alors on reviendra. Je suis étonné que Mireille n'ait pas parlé de gastronomie encore. Bon, d'accord. Bonjour à tous, je suis Arafa Mbaye, d'origine comorienne et du partenariat euro-africain. Et donc, comme elle a dit ma soeur la Mireille tout à l'heure, fait heureux de voir les Comores présents dans des réunions comme celle-ci. Donc, il ne faut pas oublier que les Comores, ils ont toujours été en retard, même au niveau de la décolonisation, ça date de 1975. Donc, vous voyez, donc on est toujours en retard. Le temps qu'on arrive, les autres sont déjà en avance. Donc, la question que je me pose aujourd'hui sur ce francophile, donc je viens de l'Ardèche, une petite ville qui s'appelle Loteuil, qui a été sinistrée il y a quelques temps. Donc, d'ailleurs, je lance un appel pour vous tous pour aider notre maire, qui nous soutient beaucoup sur notre coopérative éphémère diversité. Donc, l'objectif, ma question est la suivante. Nous avons des jeunes issus des diasporas, issus de la diversité, qui aujourd'hui ont l'envie de retourner dans leur pays d'origine et accompagner des projets de développement économique, nos projets justement qu'on a mis en place avec les femmes sur le terrain. Donc ma question est la suivante, quelles sont les mesures ou les programmes que vous avez mis en place pour accompagner justement, intégrer ces jeunes français d'origine de nos pays, pour accompagner ce programme, parce qu'on ne voudrait pas qu'aujourd'hui ces projets francophiles soient fil franco, comme d'habitude. Donc il faudrait que l'objectif soit du gagnant-gagnant en intégrant les diasporas, qui sont les premiers investisseurs de ces pays, mais qu'on ne prend pas en compte. Et aujourd'hui, on a aussi l'avantage de ces jeunes qui peuvent accompagner des programmes, notamment le jeune qui est à côté de moi, qui ont des beaux projets, qui peuvent les accompagner, mais il faudrait quand même aussi les intégrer dans ces projets et nous accompagner aussi en tant que femmes ici de diversité, qui essayons aussi, qui accompagnent l'économie de ces pays, mais dans le cadre invisible. Donc pour le rendre visible, c'est grâce à ces jeunes-là, si vous pouvez aussi les intégrer dans ces programmes. Donc, voilà. Oui, alors, donc, on vous a décrit la plateforme francophile. La plateforme francophile n'a pas pour mission première ce que vous évoquez, c'est-à-dire l'intégration des jeunes de la diaspora. Mais vous vous rendez bien compte, et votre question le montre, que cette plateforme est un support vraiment très intéressant pour ces jeunes de la diaspora. Donc imaginons que je suis un jeune de la diaspora, j'ai un projet, je le mets sur francophile, je cherche un parrain, et donc ce parrain pouvant être n'importe quelle association qui va m'aider, oui, le partenariat africain, et à ce moment-là, si mon projet est intéressant, je vais avoir des échos favorables et ça va me permettre de mettre en route mon projet et, si tout va bien, de le mettre en place dans mon pays. Donc je pense que Francophile est un outil à la disposition des jeunes ou des moins jeunes de la diaspora pour revenir dans leur pays. Mais donc, c'est une manière, je pense... Avec un point, Jean-Pierre, pardon, mais j'insiste, moi, sur ce point, c'est tout jeune entrepreneur. Hein. Donc, oui. On est bien à l'attention et ouvert à tous les entrepreneurs porteurs d'un projet qui puissent se développer et s'implanter dans l'espace large de la francophonie, francophilie. Donc on est tout à fait à la disposition et à vous de nous donner, pointer
aider des jeunes entrepreneurs à repérer Francophile pour qu'ils puissent s'y inscrire et puis être valorisés, mis en avant, porter leurs propres besoins, leurs propres ambitions. Alors, je vais donner la parole à une, justement, entrepreneuse qui pourrait être une des premières sur Francophile. Bonjour, moi je suis Daniela. Je suis Daniela Tiana. En fait, j'ai cofondé une start-up en France. Donc, je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat depuis pratiquement 5 ans. Et quand j'entends parler un peu, excusez-moi du terme, j'ai l'impression qu'on ne nous rendait pas compte des difficultés que les porteurs de projets ont. Déjà en France. Donc, où il y a assez de financement, où il y a quand même des financements et de l'accompagnement. Il faut voir qu'une plateforme telle que Francophile, il y aura assez de porteurs de projets. Ils vont déposer les projets parce que l'Afrique regorge, en fait, de projets en fait super intéressants, mais la difficulté sera sur la mise en relation. Parce que si vous n'avez pas des facilitateurs qui vont être sur la plateforme pour filtrer les projets, comme elle a mentionné tout à l'heure, comment il était mentionné dans une question, les porteurs de projets ne vont pas se retrouver. Ils ne vont pas se retrouver, ils ne sauront pas qui sera leur interlocuteur, parce qu'ils ne connaissent pas ces partenaires en fait qui sont en France, qui sont capables de les accompagner. Et je pense en fait que si vous regardez même le cadre des incubateurs ici en France, tout est filtré pour pouvoir vraiment remonter les projets qui pourront être financés. Et moi, je ne sais pas encore si vous avez des solutions par rapport à ces démarches-là, parce qu'à un moment donné, tout le monde viendra mettre son projet, mais il n'y aura pas de retour parce que les entreprises qui sont capables de parrainer sont super surchargées. Donc, si on ne les remonte pas les projets, si on ne les filtre pas ces projets, si on ne les filtre pas en fonction de leur expertise, ils passeront à côté des projets intéressants. Oui, alors merci pour cette remarque, qui est une excellente remarque. Mais quand vous êtes porteur de projet et que vous voulez mettre votre projet sur Francophile, il faut que vous soyez parrainé. Il y a un parrain. Et ça sera le rôle des parrains. Donc certains d'entre vous ont déjà accepté de manière très évidente d'être parrains. Ça sera le rôle des parrains de filtrer ces projets et de mettre en évidence ceux qui sont les plus intéressants, les plus porteurs d'avenir. Donc ça, c'est un premier point. Donc le porteur de projet ne sera pas tout seul. Il y aura le parrain qui l'appuiera. Et ensuite, une des originalités, nous l'avons souligné, c'est que non seulement il y a une plateforme virtuelle en quelque sorte sur laquelle vous pouvez communiquer, mais il y aura également la possibilité de rencontres physiques. Rencontres physiques ici, à l'Hôtel de l'Industrie, qui est un lieu plutôt bien placé quand il n'y a pas de grève pour se réunir et échanger, mais également dans toutes les chambres consulaires d'Afrique. La CPCCAF a beaucoup de points de rencontre là-bas. Donc ça pourrait être effectivement mis en avant et ça pourrait aider les porteurs de projets. Donc voilà ce que je peux répondre. Nous allons faire en sorte que les porteurs de projets ne soient pas tout seuls. Voilà. Ensuite, il y avait Jacques Petit. Oui, Jacques Petit, je suis membre de la commission internationale avec Jean-Pierre, administrateur de la SAIN. Mais je voulais dire un mot d'abord sur le CFCE qui a été cité. C'est un organisme un peu semblable à la SAIN qui a été créé également dans les années 1850-1860 et qui a fait et élaboré les expositions universelles de Paris. Donc un organisme qui a toujours été favorable à l'échange. Vous savez qu'à l'époque, les foires-expositions, c'était très important et commercialement, ça donnait évidemment des affaires partout. C'est un petit peu cette idée qu'on a voulu conserver quand nous avons, avec plaisir, fusionné avec la SAIN pour regrouper nos moyens. Et nous avons essayé, avec cette application, de donner un environnement à quelque chose. Mais je crois que les deux mots importants, c'est communauté, comme il a été dit et rappelé, et deuxièmement, de revenir à la vérité économique. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai dû créer dans ma vie une 60aine d'entreprises, dans des secteurs divers et variés. Je peux vous dire que créer une entreprise, c'est d'avoir un projet qui correspond à un marché. Ce n'est pas quelque chose pour vous faire plaisir, qui correspond à ce que vous voulez. Non, ça doit correspondre à un marché. Si on parle en ces termes, il est évident que le marché, pour moi, africain, est plus porteur que le marché français. Donc, si vous avez des gens bien formés de la diaspora africaine en France, c'est
avant tout, ce sont eux, excusez-moi, avant tout, qui vont mener ces projets en Afrique. Et c'est ce que nous souhaitons les aider. Et ça me paraît ça le plus important. Mais n'oublions pas que la vérité, c'est un projet qui correspond à un marché. Ne vous faites pas plaisir. Et là aussi, va être important le rôle des parrains, le rôle des gens de la communauté francophile qui pourront dire en toute honnêteté, ben, ce projet, non, a priori, il ne correspond pas à un besoin. Si vous voulez vendre aujourd'hui des boules de bleu pour faire votre lessive, ne créez pas de société. Merci. Je crois que M. Gomis avait une question. J'en ai une là. Ah oui. Oui, bonjour, François-Jeanne Bello. Donc, en tant que partenaire prestataire de services ou partenaire de services de la plateforme francophile, nous, on propose effectivement des solutions d'intelligence économique et de veille. Et pour rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, moi, ce qui m'a beaucoup plu quand Denis m'a présenté la plateforme francophile, on travaille beaucoup sur le continent africain. C'est vrai qu'il y a énormément de start-up ou de sociétés qui se lancent, qui cherchent des financements. Et moi, ce que j'ai apprécié dans cette plateforme, c'est que ce n'est pas une plateforme de recherche de financement, mais qui s'intéresse à tout le reste. Et en cela, étant également entrepreneur et chef d'entreprise, je pense que c'est effectivement important, avant tout, d'avoir un projet et de bien connaître son produit, bien connaître son marché, bien connaître son secteur et être accompagné sur autre chose que des financements. Parce que je suis assez étonné de voir dans beaucoup d'endroits où on parle de start-up à Paris, et j'y étais récemment sur un événement sur les start-up à Paris pour l'Afrique, et une question des gens, quelqu'un qui était « mais moi je suis porteur de projet, qui va me payer mon projet en fait ? Moi j'ai une super idée pour créer une entreprise ». Bon, en fait, je pense qu'on ment à ces chefs d'entreprise ou ces futurs chefs d'entreprise ou ces porteurs de projets. Si on cherche des subventions, on devient fonctionnaire. Si on devient entrepreneur, c'est pas pour dépenser l'argent public ou l'argent des fondations. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus sain. Je noterai le petit jeu de mots avec la société d'encouragement à l'industrie nationale. Sur cette plateforme, c'est effectivement tout l'accompagnement autre autour du service, autour de la connaissance de son marché. Et c'est ce que nous, justement, on essaye d'apporter avec les services qu'on proposera sur Francophile. C'est de la veille, c'est des études de marché et de l'accompagnement de ces jeunes porteurs de projets. Voilà, merci. Le financement reste une question importante quand même aussi, malgré tout. Mais je pense plutôt d'accès au crédit bancaire plus que l'investissement capital. Et c'est un sujet important pour le développement des boîtes, mais des boîtes déjà matures en Afrique aussi. Et il faut vraiment appuyer là-dessus. Georges Gomis, d'ailleurs, je fais plus ou moins, je prends les éléments par rapport aux interventions qui ont eu lieu tout à l'heure là. Moi, quand Denis m'en a parlé de ces projets de francophile, moi je le trouvais vraiment très très intéressant. Exactement, c'est pas une forme de chercher l'argent pour financer le projet, mais c'est surtout sur le mécénat de compétences que moi je trouve ça vraiment très 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 intéressant dans ces arts. Parce que tant que le projet n'est pas préparé, on ne peut pas arriver à parler d'argent. Parce que si on met l'argent en avance, je pense qu'on ne pourrait pas avancer sur ce projet. Et par rapport à la diaspora, je fais partie de ce qu'on appelle les éléments de la diaspora. Et donc, le plateforme est là, hein, c'est la diaspora de l'accaparer aussi, hein, de ne pas attendre de se rapprocher de cette plateforme pour pouvoir vraiment apporter soit le mécénat de compétences ou le mécénat autre que dans cette plateforme. Et par rapport au niveau de la francophile, le francophile, effectivement, ça intègre aussi le pays lusophone comme la Guinée-Bissau, qui est dans l'espace de la CEDEAO, l'espace Lumoao, et la Guinée-Bissau est dans le francophone. Donc, intégrer la francophile, je pense que voilà. Moi, je dis les éléments de la diaspora où il faut qu'on essaye de passer d'informations par rapport à ces plateformes. Elle est vraiment très, très intéressante. On ne peut pas donner tous les éléments aujourd'hui. Et toutes les questions, peut-être même le responsable de francophile ne pourra pas nous apporter aujourd'hui. C'est à nous de réfléchir et essayer de le compléter. Merci beaucoup.
Bonjour, Caroline Alazard, je suis ici à l'invitation de Sylviane. Moi j'ai une question sur votre approche territoriale. C'est vrai que l'espace francophone et francophile est très large, la maille est très large. Or, quand on lance un projet, on doit répondre à un marché, donc à des besoins, et d'autant plus quand on est dans une perspective de développement durable et de lutte contre le changement climatique. On sait très bien que les problématiques ne sont pas les mêmes entre un pays A et un pays B. Donc là, la dimension territoriale est très importante, me semble-t-il. Est-ce que dans votre projet, vous allez adopter cette démarche territoriale? Est-ce que vous allez mettre en avant des problématiques de territoire? Est-ce que pour stimuler justement des porteurs de projets par rapport à des besoins qui sont ancrés dans les territoires? Peut-être tu peux donner des éléments sur les zones pays qui sont peut-être... Dans un premier temps, nous nous sommes donc focalisés sur l'Afrique, qui était assez naturelle, et nous allons essayer, avec l'aide de la CPCCAF, de nous focaliser dans un premier temps sur 3 pays, le Maroc, la Guinée-Conakry, et également le Sénégal. Mais il est bien évident qu'ensuite, la vocation de Francophile est une vocation panafricaine et au-delà, l'Asie du Sud-Est, le Canada, comme je l'ai évoqué. Donc il est bien évident que chacun des projets, qui sera un projet national, devra prendre en compte les spécificités du pays. Donc le porteur de projet aura un parrain, et ce parrain, donc, qui en principe est le garant du bon respect par le porteur de projet des objectifs du développement durable de l'ONU, et ça peut varier d'un pays à l'autre. Quand vous regardez les objectifs du développement durable, il y en a 17, je l'ai dit. Quand vous faites une cartographie, j'ai été vice-président du Global Compact, donc, qui est une agence de l'ONU en France pendant plusieurs années. Quand vous faites une enquête au niveau mondial sur l'importance qui est attribuée par chacun des pays aux objectifs du développement durable, vous allez trouver qu'ils sont extrêmement variés. Et par exemple, en Inde, ça va être la pauvreté. Dans un pays comme la Somalie, ça va être la lutte contre la faim. Et je vous le donne en mille, quel est l'objectif du développement durable qui est considéré comme le plus important après enquête en France? Pardon? Vas-y. Oui, c'est l'objectif numéro 5, l'égalité entre hommes et femmes. Donc, vous voyez qu'il y a une grande variabilité en fonction de la sensibilité des pays, de leur niveau de développement, de leur niveau, du niveau d'impact du changement climatique dans ces pays. Donc, je pense que ce sera aux porteurs de projets de mettre en place des projets qui seront bien adaptés. Bon, je pense que vers la gauche de il y avait aussi une question ici. De la salle. Je croyais que le ciblage dont a fait état Jordienne n'est pas exclusif des autres pays. Oui. Et pour répondre peut-être un peu plus complètement, il y a aussi des démarches qui sont, entre guillemets, opportunistes, mais sans terme péjoratif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des démarches d'intégration de Francophile à l'intérieur de démarches numériques beaucoup plus globales, mais qui sont faites au niveau d'un pays. C'est-à-dire que quand un pays veut mettre en avant un certain nombre de choses et créer une plateforme numérique qui soit plus globale, formation, santé et entrepreneuriat, quelquefois, il y a des opportunités qui sont en cours d'étude pour justement faire partie de la branche entrepreneuriat. C'est un autre exemple. Mais c'est un autre type de démarche et du coup c'est beaucoup plus ciblé par rapport à un pays. Alors bonjour, je suis Christian Makolo Kabala, le dirigeant d'un cabinet qui s'appelle Sudax Partners. Nous sommes des facilitateurs. Alors moi je suis de la RDC, premier pays francophone au monde. Alors ma question est vraiment très simple. C'est la plus grande ville francophone du monde. Exactement, et la RDC est le premier pays francophone au monde aussi. Alors à quand le bridge avec la RDC? Je serais ravi de vous accompagner sur ces différents sujets. La RDC fait partie de la CPCK. La FEC
est membre de la CPCCAF. Et nous menons d'ailleurs des opérations en RDC au nom de la CPCCAF. Mais on fera le lien. Et en plus, l'avantage de la RDC, c'est que la logique est très privée, si je puis dire. On n'est pas dans une logique privée, publique, etc. Donc ça peut faciliter les choses. Il y a une intervention ici. Ah oui. Merci beaucoup. Jacques Loher de l'Organisation de la Francophonie, on l'a cité tout à l'heure. Merci à Denis Deschamps pour la présentation et le rappel qu'il y a une collaboration qui existe déjà entre la CPCCAF et l'OIF, mais il y a aussi d'autres partenaires, comme vous le savez, et ils ont été évoqués. Le projet se situe dans la logique de la stratégie économique qui a été adoptée en 2014 et dont on reparlera lors du prochain sommet de la francophonie qui aura lieu à Tunisie, en Tunisie, à Tunis, en décembre prochain, les 12 et 13 décembre, notamment sur la thématique du numérique. J'aimerais poser deux questions par rapport aux prestataires et aux fournisseurs de services. La première question, est-ce que l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, est-ce qu'elle est aussi impliquée, est-ce qu'elle est aussi associée? Et puis la deuxième question, c'est cette éternelle problématique de l'arbitrage commercial. Est-ce que vous avez aussi un dispositif concernant l'arbitrage ou est-ce qu'il y a d'autres porteurs comme la Chambre de commerce qui s'en occupent? Merci. Merci Jacques d'avoir posé la question. Pour ce qui concerne l'arbitrage, ils font partie des prestataires de services l'Association française d'arbitrage qui se développe sur l'Afrique et qui est un des partenaires de la CPCCAF. En ce qui concerne l'OHADA, c'est vrai que ça fait partie des partenaires nécessaires et obligés et merci de l'avoir rappelé. Et si tu nous donnes le bon contact de l'OHADA, on les contactera immédiatement. Bonjour, donc ma question est donc Chungi Frédéric, je suis le responsable diplomatique de CGLU Afrique pour le programme des capitales africaines de la culture. Donc ma question est de savoir est-ce que vous accompagnez aussi des projets culturels sur le continent? Ce n'est pas une entreprise, c'est une organisation non gouvernementale, CGLU Afrique, qui porte le projet des capitales africaines de la culture. Comme vous connaissez les capitales européennes de la culture, c'est le même... Oui, Aminata a exposé ce qu'elle a fait avec la société d'encouragement. Et oui, ça c'est peut-être quelque chose que nous n'avons pas souligné. Tout type de projets sont les bienvenus. Ça peut être de l'agriculture, ça peut être de la culture, ça peut être de l'industrie, du commerce, etc. Dès lors que c'est une entreprise. Dès que c'est un projet entrepreneurial, voilà. Oui, une association. Une association, ça fonctionne par exemple comme parrain. Comme parrain pour porter des projets d'entrepreneurs dans le domaine culturel, par exemple. Sylviane, il y a monsieur là qui... Bonjour, merci. Je suis Jean-Luc Tolosan, directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie pour la Méditerranée occidentale. Alors, d'abord, je voudrais féliciter la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et mon ami Denis Deschamps pour cette très très belle initiative, parce que vraiment, c'est quelque chose qui va apporter des outils supplémentaires à des besoins et des choses qui existent déjà sur le terrain. Alors, d'un point de vue technique, moi, j'aurais deux petites questions. La première, c'est comment va fonctionner le site en termes d'alimentation, de mise à jour. Est-ce qu'il y aura un forum à questions, des choses comme ça? Et la deuxième question technique, c'est quelle est l'articulation que ce site aura par rapport au service économique régional et à Business France, par exemple, qu'on trouve dans les ambassades? Ça, c'est la partie technique. La deuxième, alors, c'est plutôt des remarques de positionnement. Alors, on suit effectivement d'assez près... sur le Maghreb, et vous savez que le Maghreb regarde aussi beaucoup vers le sud, pas seulement vers la rive nord de la Méditerranée, l'évolution de l'entrepreneuriat et en particulier faire se développer ce concept alors de futurs entrepreneurs, peut-être tout simplement de porteurs de projets pour devenir intrapreneurs dans un certain nombre d'entreprises. Et par rapport à ça, il y a un certain nombre d'outils qui existent déjà. Bon, le programme et le projet Pépite, statut d'étudiant entrepreneur, qu'on trouve en Belgique, qu'on trouve en France, qui vient d'être introduit également au Maroc, qui vient d'être introduit en Tunisie, qui ne demande qu'à se développer vers les pays d'Afrique subsaharienne également.
vous avez aussi tous les aspects qui sont mis en place par nos partenaires du patronat dans ces pays-là. En particulier, vous avez des choses très intéressantes sur la création et la fermeture d'entreprises. Je citerai par exemple le Tunisia Startup Act, qui permet d'ouvrir une entreprise et de créer une entreprise en une petite demi-heure à peu près en Tunisie. Mais, et ça souvent c'est très difficile à faire, qui permet aussi de fermer une entreprise dont la création a échoué avec un délai extrêmement court. Donc il y a des outils, il y a également toute la chaîne, puisque vous avez parlé de start-up, de création, on pourrait parler aussi de transfert technologique et spin-off, de valorisation de résultats de la recherche, et il existe beaucoup de choses entre le ministère et le secteur socio-économique dans ces pays-là. Et vous avez à peu près toute la chaîne au niveau du Maghreb, sauf certains petits points. Au Maroc, par exemple, on a cité tout à l'heure la BNP, c'est le tout début du capital risque. Donc on a encore assez peu de sociétés qui s'engagent dans ce domaine-là. On fait appel à toutes les grandes banques de ce côté-là. Par contre, vous avez un certain nombre d'incubateurs qui existent déjà sur place et qui peuvent être soit dans le domaine de l'accompagnement de l'idéation ou éventuellement de la pré-incubation, jusqu'à l'accélération d'entreprises, donc au niveau international. Et par rapport à ça, je crois que toutes les compétences et toutes les potentialités qui sont ouvertes par ce nouveau site vont être extrêmement utiles pour continuer à développer ce domaine-là, dans lequel il y a énormément de potentialités. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes créateurs d'entreprises, il y a énormément de bonnes idées qui sont des projets qui sont économiquement viables également, mais pas assez d'accompagnateurs. Donc pour ça, tous les liens qu'on pourra faire seront les bienvenus. Après ça, vous savez que, comme l'a très bien dit Denis Deschamps tout à l'heure, on est présent dans 117 pays, qui ne sont pas tous francophones, loin de là. Vous l'avez présenté tout à l'heure, 8 pays actuellement dans la francophonie, mais tous ne sont pas membres de la francophonie. Vous avez aussi tout un tas d'initiatives. Le patronat dans certains pays délivre des labels de responsabilité sociétale des entreprises. Vous avez des initiatives, alors des initiales que vous connaissez tous bien, comme le CJD, pour évaluer la performance globale des entreprises sur place. Et justement, on est en plein dans l'objectif 17 des ODD que vous évoquiez tout à l'heure. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. On accompagne aussi, alors ça c'était sous-tendu dans toutes vos présentations, l'industrie 4.0, la digitalisation des entreprises. Et là aussi, il y a beaucoup de demandes. Donc, moi, je ne peux que me réjouir de cette initiative-là. Et en tant qu'opérateur technique de la francophonie sur le terrain, c'est évident que nous avons accès à tout le réseau académique au sens large, d'avant le baccalauréat, où on fait plutôt de l'initiation à l'entrepreneuriat social, jusqu'à après la thèse, où il y a de très beaux projets. Et vous avez des startups qui sont déjà au deuxième tour de levée de fonds, qui ont du mal à trouver des levées de fonds. Mais vous en avez d'autres aussi qui sont au niveau de la post-création d'entreprise et qui ont du mal à trouver des mentors ou des parrains. Donc j'espère qu'une partie des fonctionnalités que vous proposez seront un très beau levier pour continuer à accompagner ces beaux projets. Merci beaucoup. Oui, Jean-Luc, je vais tout de suite te répondre. Bon, il est évident que la démarche de Francophile se fait en complément d'autres dispositifs qui existent et d'autres acteurs qui interviennent. Et on n'entend pas se substituer à des autres acteurs. Le travail de Business France et la Team France Export à travers le réseau des chambres de commerce et d'industrie en France est un travail pour lequel on compte apporter un complément, et aussi un complément qui vise aussi à développer des entreprises africaines, si tant que faire se peut. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'hésitera pas à apporter la bonne information à travers le site sur les différents programmes que tu as évoqués. Le problème de l'information, c'est qu'elle n'arrive toujours pas au bon endroit, et que la seule solution pour qu'elle arrive au bon endroit, et en particulier l'information, c'est de diffuser, c'est de multiplier les canaux d'information. Je sais très bien avec nos amis africains que c'est difficile de communiquer par mail, on est obligé de communiquer par WhatsApp quand ils ne t'envoient pas des trucs sur Messenger, et quand ils ne t'envoient pas des trucs par Viber. Donc on est obligé de multiplier les canaux, c'est absolument essentiel. Mais on travaille en bonne intelligence, et je pense qu'avec Francophile, on pourra être encore plus intelligent.
Oui, juste ce que je voudrais ajouter, c'est que on s'est posé la question de l'originalité de la démarche de Francophile. Et en fait, on a regardé sur le marché s'il y avait quelque chose d'équivalent. Alors, on n'a pas véritablement trouvé quelque chose d'équivalent. Alors, il y a déjà ce genre de réseaux qui existent, mais qui sont vraiment très sectoriels. Par exemple, bon, moi je viens du domaine du pétrole, il y a un site qui est très comparable pour les entreprises du parapétrolier. D'ailleurs, il devait y avoir ce matin un représentant de cette démarche et de ce site qui est en cours de création. D'ailleurs, je pense qu'on va travailler ensemble, mais bon, il n'a pas pu venir. Donc, je crois qu'on est relativement bien positionné et relativement seul avec cette ambition. En plus, une ambition, comme je l'ai souligné, je le ressouligne encore, qui s'appuie sur les ODD, ce qui est quand même très important dans le monde moderne. Voilà. Donc, alors, si vous connaissez d'autres initiatives qui ressemblent à celle-ci. Vous connaissez bien l'initiative de mon ami Karim ici. Digital Africa est une autre démarche, mais qui est une démarche complémentaire. Et je pense qu'avec Karim ici, on va conclure un accord bientôt pour que ces deux démarches puissent aller d'un même pas. Je sais qu'il y a d'autres démarches qui sont soutenues par l'AFD. L'idée, c'est de faire de façon complémentaire et intelligente, quoi, en fait. Oui, et puis de transmettre l'info. Je crois que Laurent... Et créer les liens pour justement faire en sorte que les uns et les autres s'aiguillent au mieux et puissent trouver des partenaires. Laurent veut intervenir, il est ici. Ce n'est pas une question, j'ai une affirmation. Je suis jeune membre de la SIN et également de la Commission internationale. Donc merci de m'avoir accueilli récemment. J'ai assez peu participé à ce résultat, mais je voulais d'abord vous féliciter parce que c'est vrai que c'est un très beau projet. Et en fait, c'est pas uniquement une apps, je crois que c'est un écosystème qui regroupe un réseau via la CPCAF, une application pour mettre en relation des parrains, des porteurs de projets, et aussi ce lieu. C'est-à-dire que ce projet va réussir parce que en fait, il a ces trois atouts. Et ce lieu de rencontre est essentiel, physique, pour qu'on puisse répondre aux questions des jeunes ou des gens qui ont des projets et des parrains qui se rencontrent, parce que ce projet va forcément évoluer. C'est-à-dire que par rapport au cahier des charges qui a été fait et ce lancement, dans les 5 prochaines années, il y aura forcément beaucoup d'évolutions. Donc je crois que le vrai succès de cette entreprise, c'est l'écosystème global. Et un sujet très intéressant qui a été pris aussi, c'est que dans le lancement dans Francophile, il y a la France, et il y a beaucoup de jeunes, effectivement, de la diaspora, qui ont des projets et qui veulent les déployer en Afrique. Et ce n'est pas forcément simple. Je travaille entre la France et l'Afrique, et les personnes qui reviennent dans leur pays d'origine et qui ont des projets sont parfois plus des étrangers que des locaux. Donc un outil qui les aide à déployer leurs projets, je pense que ça peut être également très utile pour la diaspora française, européenne et mondiale. Merci Laurent. Je crois qu'on pourrait se... Oui. Mireille. J'ai deux questions. Je ne parle pas gastronomie maintenant, Denis, à la fin. Ma question, c'est que Denis, lors de la présentation, il a évoqué la nanofinance et donc l'écosystème particulier du financement des projets des femmes. Comment vous intégrez effectivement cette microfinance, ce que vous appelez vous la microfinance, et ce que moi aussi j'appelle la mésofinance par extension. Et mon autre question, c'est aussi effectivement parce que dans la présentation là, j'ai trouvé que c'était très entrepreneurial, très économique, mais le cadre juridique, et monsieur l'a évoqué tout à l'heure, au niveau, et je remercie aussi Jacques Loher qui a évoqué l'OHADA, parce qu'effectivement il y a l'OHADA, donc Denis, ou je pense que le président a évoqué l'arbitrage, mais vous n'utilisez pas la médiation arbitrage? Ma question est là. Et aussi l'OHADA, très bien, mais parce que ces entreprises, certaines sont ici en France et certaines sont peut-être africaines et en tout cas vont développer une partie de leur marché ici en France ou en Europe. Donc ça veut dire qu'au niveau européen aussi, il y a le Code européen des affaires, il y a le droit romain.
et le droit francophone. Et puis, j'en termine là, au niveau des ODD, les 17 font partie effectivement de l'agenda 2030, mais puisque nous parlons de la CPC-CAF, donc les chambres consulaires africaines et francophones, je n'ai pas entendu parler de l'agenda 2063. Bon, alors l'agenda 2063, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Oui, mais nous, on a de l'ambition à 2030. Après, quand on sera à 63... oui. Mais pour autant, déjà à 2030, il y a beaucoup de choses à faire tout de suite. Monsieur. Alors, ma question concerne les 3 pays pilotes que vous avez cités. Bien sûr, j'ai compris que vous allez. En fait, ça concerne tous les pays francophones et tous les pays qui ont un lien avec cet écosystème. Mais sur quels critères vous vous êtes basé pour choisir ces 3 pays pilotes pour le démarrage? Je voudrais savoir. C'est juste par curiosité, en fait. Non, mais il ne faut pas croire qu'on a. On a cité 3 pays, mais c'est pas l'exclusion des autres, quoi. Mais c'est des pays par rapport auxquels autant la CPC-CAF, mais le CPC-CAF, on a des relations avec tous les pays, que la CIN ont des rapports, plus de relations, quoi. C'est que les 2 partenaires fondateurs ont plus de relations avec ces pays-là. Je crois que c'est une approche extrêmement pragmatique, là où d'ores et déjà les relations sont très fortes et permettent d'être tout de suite opérationnelles, on peut le faire avec efficacité. Le plus vite possible, on ouvre sur d'autres pays avec aussi des relations fortes avec des parrains, avec des porteurs de projets qui s'engagent. Évidemment, on ouvre tout de suite à d'autres pays si tout de suite on a beaucoup de contacts. Oui, allez-y. Oui. Je suis un celui de la Guinée-Bissau, même parmi les premiers. Denis peut en témoigner, voilà. Il y a tout à faire. Exactement. Il y a le Bénin aussi. Est-ce qu'il y a le Bénin, d'autres personnes, des porteurs de projets qui veulent nous faire part de leur projet? Bonsoir. Moi, c'est Franck Zaounaro. Je viens du Bénin. Et nous avons mis au point une technologie de cuisson à énergie bioécologique renouvelable qui permet de se passer du bois ou du charbon de bois et pour faire la cuisine. Et donc, on a identifié les coques de noix de palme, qui est un résidu, un déchet qu'on obtient après transformation de l'amande de palme. Donc ce résidu nous permet aujourd'hui les coques de noix de palme prises de façon brute n'arrivent pas à brûler dans les cropotes conventionnelles. Donc nous avons mis au point un fourneau qui permet de les brûler tout en réduisant leur consommation au 5e. Et le fourneau est conçu de manière à ce que quand vous y déposez la marmite, ça ferme complètement l'orifice d'où sort le feu, de sorte à ce qu'il n'y ait pas du tout de déperdition d'énergie. Donc, sur le plan d'efficacité énergétique, c'est vraiment au top. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de chercher les financements pour installer l'usine de production qui produirait environ 100 foyers jour. Les prototypes expérimentaux du foyer ont été vendus à près de 3000 exemplaires. Et c'est le retour client sur ces prototypes vendus qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir un prototype vraiment plus élaboré que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, parce que votre projet paraît effectivement très intéressant et très original. Donc ça me paraît être un très bon projet. J'espère que vous allez le mettre en ligne sur Francophile très rapidement, ce qui vous permettra d'avoir un parrain et également de faire toute la publicité que votre projet mérite. Parce que c'est vraiment un beau projet qui est vraiment ancré dans les besoins africains, dans l'objectif effectivement de répondre aux ODD et à la problématique énergétique durable. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions ou d'autres commentaires? Thérèse, peut-être
pourrais-tu nous dire quelques mots sur l'Asie? Sur la zone Asie? Sur la zone Asie, puisque jusqu'à présent, vous avez été très concentré sur l'Afrique, mais nous avons également l'ambition, j'espère qu'elle n'est pas démesurée, de nous développer un peu plus à l'Est. Oui, donc moi j'ai la chance d'être française d'origine chinoise. En fait, mon père de Shanghai, ma mère de Hong Kong. Donc je connais bien la Chine en fait depuis 2005 où je vis entre Paris et Shanghai. Et avant j'étais plutôt aux États-Unis. Donc en fait j'ai eu 3 cultures. Voilà. Et je connais donc aussi bien. Donc j'ai mon voisin aussi qui est vietnamien et donc chinois venant du Vietnam. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir vécu ma petite enfance au Vietnam. Et je travaille aussi en Chine pour faire du recrutement, de l'executive search. Et on a des bureaux aussi sur l'Indonésie, la Malaisie. Voilà. Donc, quand le moment sera venu, j'espère pouvoir apporter de la valeur à Francophile. Merci. Merci. Aminata? Oui, vas-y. On entend bien, hein, de toute façon. Pas une question, c'est juste une petite remarque en fait. Quand j'écoute le projet de Francophile, je me demande, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec un réseau qui s'appelle le RIAFPI, réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Donc vous êtes en lien avec eux? Ah, d'accord. Parce qu'ils avaient un projet qui ressemblait beaucoup à celui-là, qu'ils n'ont pas réussi à monter. Donc je me dis peut-être que c'est le moment de faire un échange de bonnes pratiques. Voilà, exactement. C'est bien de le rappeler. Voilà. Le RIAFPI, c'est vrai qu'on les appelle souvent, mais qu'ils ne répondent pas toujours. Ils sont soutenus par l'OIF. Bien, y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, Michel. Oui, puisque ensuite on va vous proposer de rester parmi nous pour ceux qui le souhaitent. On poursuit un petit déjeuner pour ceux qui le souhaitent et on reste ensemble pour parler. Oui, merci. Mon nom est Michel Micmacher et je parle ici à la fois pour l'historique du projet, mais surtout son futur. Il y a une dimension sur laquelle je souhaiterais qu'on échange davantage, c'est sur entreprise-association. Nous sommes aussi bien la CPC-CAF que la Société d'encouragement ou que le CFEC dans le domaine associatif, mais ça ne nous a pas empêchés les uns et les autres de nous intéresser aux affaires. Et tout à l'heure, il y a une question et une réponse qui, me semble-t-il, nécessite un petit peu d'éclaircissement. J'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, que beaucoup de choses vont se développer en Afrique à travers les associations. Des associations entre des individus, des associations entre des entreprises. Et donc, il me semble que Francophile est aussi destiné à considérer les associations comme étant eux-mêmes des porteurs de projets. Donc je crois que la distinction ne doit pas être faite entre les associations qui seraient nécessairement des parrains, voire des apporteurs de ressources, et puis les porteurs de projets qui seraient nécessairement des entreprises commerciales. Je crois que la césure n'est pas là. En tous les cas, c'est, me semble-t-il, pas comme ça que l'on favorisera le mieux le développement de l'économie en Afrique. Pour reprendre l'exemple de à la fois la question de madame tout à l'heure qui disait mais comment les porteurs de projets vont pouvoir accéder à telle ou telle information, ou pour prendre également la question de la diaspora, tout cela marchera mieux s'il y a un monde associatif, des entreprises, mais c'est bien ça, des entreprises qui pourront, grâce à des associations, se retrouver, se fédérer. Voilà, je voulais apporter ce point de vue. Merci Michel. Ça rejoint un peu la remarque que j'avais faite tout à l'heure suite à une question. Un parrain peut également être un porteur de projet. Donc tu as bien souligné en précisant cet aspect-là. Donc je pense qu'on peut clore cette séance. Je voudrais vous remercier pour votre présence, pour votre participation extrêmement active. Et comme l'a dit Sylviane, nous pouvons rester, si certains d'entre vous veulent rester pour échanger, il n'y a aucun problème, nous pouvons rester dans cette salle. Certains d'entre vous sont partis, mais on dit
qui reviendrait. Donc avec plaisir, pour ceux qui le veulent, vous pouvez. Et puis peut-être encore un peu de café et des croissants. Merci.